pense que je suis viscéralement un entrepreneur, Mmh. parce que j'entreprends depuis quasi toujours. Peut-être pour donner du contexte, j'ai découvert l'entrepreneuriat, moi, dans un contexte assez spécifique parce que je viens d'un milieu défavorisé. Et en fait, l'entrepreneuriat, j'ai entendu ça dans la bouche des grands du quartier, tu vois. Donc, qui ne faisaient pas forcément des choses légales. Mmh. Et très rapidement, en fait, j'ai commencé à apprendre la vente, à apprendre le marketing, à apprendre le management. Et j'ai toujours développé des projets. Donc, que ce soit entrepreneuriaux, artistiques, etc. Donc ça, c'est dans mon ADN. Et ensuite, oui, en évoluant dans l'entrepreneuriat, j'ai découvert que tu pouvais choisir le modèle d'entrepreneuriat qui te convenait. Et tu devais, c'était même pas tu pouvais, c'était tu devais choisir le type d'entrepreneuriat qui doit te convenir pour avoir le lifestyle que tu veux. Messieurs, dames, si je vous parle de la creator economy, si je vous parle de création de contenu, si je vous parle de code, ça peut paraître incompréhensible pour certains, et pourtant notre invité du jour en a fait sa vision. Parfois, il résout des problèmes avec la technologie. Et dans d'autres cas, il utilise la création de contenu au service du business. Salut Valdi, Salut Jérémy, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va. Écoute, je suis déjà très content de te recevoir ici. Merci pour l'invitation, on est dans un beau cadre là, une belle équipe. Ouais. Non, non, franchement, c'est très, très top. Et c'est intéressant parce que d'habitude, on va dire, c'est plus toi qui fais ce type de Ouais, contenu, c'est vrai. qui interviewe des gens. Et je suis content que tu aies voulu te prêter au jeu Ouais. parce que ça va être super intéressant pour les auditeurs. C'est vrai. J'ai pas l'habitude d'être dans l'autre sens, dans cette configuration, mais hâte d'échanger avec toi. C'est ça, super. Écoute, pour ceux en tout cas qui n'ont pas la chance de te connaître, est-ce que tu peux Yes. te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu fais et qui tu Yes. es? Donc moi, c'est Valdi Nzembele, j'ai 34 ans, papa, marié, entrepreneur depuis plus de 10 ans. Et comme tu l'as dit, tu as parlé de code et médias, donc j'ai basé vraiment ma philosophie, entre guillemets, sur la phrase de Naval Ravikant qui dit que le code et le média sont les leviers des temps modernes. Mhm. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que tu as 3 leviers d'enrichissement. Donc, tu as le capital, le fait de pouvoir avoir accès à de l'argent, banque, levée de fonds. Tu as le travail, le fait de faire travailler des gens donc d'échanger leur temps contre de l'argent. Et tu as code et médias, donc qui sont des leviers qui sont scalables. Donc, tu codes une fois un logiciel ou autre, et en fait, tu gagnes avec les leviers, en fait, les effets d'échelle, quoi, les Mhm. rendements à échelle. Et le média, c'est la même chose. Mhm. Et en fait, quand il a dit ça, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose, moi qui faisais du contenu depuis... en fait, à chaque entreprise que j'ai lancée, j'ai créé du contenu avec un contenu média. Et je n'avais pas théorisé ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai lancé une holding où j'ai plusieurs activités. J'ai la partie code avec ma femme, où on a développé un logiciel d'accompagnement social. J'ai la partie média, où il y a Blend Creative, où on crée du contenu pour les entrepreneurs. En ce moment, pour les youtubeurs, je suis en train d'essayer d'ouvrir une nouvelle branche. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est d'accompagner un peu les deux à chaque fois pour développer les business beaucoup plus rapidement et surtout gagner du temps. C'est mon sujet. Étant papa, moi, j'ai envie de travailler pour un certain nombre d'heures et pouvoir avoir beaucoup plus de temps à consacrer à ma famille, à ma spiritualité, à des choses plus essentielles, quoi. Tu sais, c'est super intéressant parce que quand tu écoutes les gens, implicitement, tu vas savoir qu'est-ce qui compte pour eux, qu'est-ce qu'ils animent. Toi, quand j'ai demandé de te présenter, tu m'as dit, en premier lieu, papa est marié. Ouais. Tu vois, ça veut dire que, en tout cas implicitement, c'est que c'est ce qui compte le plus pour toi. Ouais. Euh, du coup, première question, est-ce que tu es plus un entrepreneur qui choisit un secteur et puis qui se dit, ah ben il y a une opportunité, j'y vais, ou est-ce que tu as un autre type d'entrepreneur qui dit, ben écoute, j'ai un certain style de vie que je veux avoir et je veux mettre l'entrepreneuriat, l'entreprise, le business au service de ma vie, ou peut-être un peu des deux. Ouais. Comment tu te vois? C'est une bonne question. Moi, je pense que je suis viscéralement un entrepreneur Mhm. parce que j'entreprends depuis quasi toujours. Peut-être pour donner du contexte, j'ai découvert l'entrepreneuriat, moi, dans un contexte assez spécifique parce que je viens d'un milieu défavorisé. Et en fait, l'entrepreneuriat, j'ai entendu ça
dans la bouche des grands du quartier, tu vois. Donc, qui ne faisaient pas forcément des choses légales. Mhm. Et très rapidement, en fait, j'ai commencé à apprendre la vente, à apprendre le marketing, à apprendre le management. Et j'ai toujours développé des projets. Donc, que ce soit entrepreneuriaux, artistiques, etc. Donc, ça, c'est dans mon ADN. Et ensuite, oui, en évoluant dans l'entrepreneuriat, j'ai découvert que tu pouvais choisir le modèle d'entrepreneuriat qui te convenait. Et tu devais, c'était même pas tu pouvais, c'était tu devais choisir le type d'entrepreneuriat qui doit te convenir pour avoir le lifestyle que tu veux. Et c'est un ami qu'on a en commun, François aussi, qui parle beaucoup du livre. J'ai plus le nom du livre, mais en tout cas, être l'homme d'une seule armée. Mhm. J'ai plus le titre. Et en gros, c'est ça l'idée, c'est de se dire comment je peux mettre mon business au service de mon lifestyle, tout simplement. Company of One. Company of One, c'est ça. De Paul Jarvis. Exactement. Et en fait, ce livre, il m'a beaucoup marqué parce que j'avais cette idée de il faut faire plus d'argent, il faut avoir plus d'employés, il faut lever plus de fonds. Ben, pas forcément. En fait, tu peux revoir un peu ton modèle et essayer de trouver celui qui te convient vraiment par rapport à ta vie, quoi. Ok. Ouais. C'est, je pense qu'on a été, comment dire ça, un peu façonné au niveau du business. Toi, tu as commencé beaucoup plus tôt que moi, mais on est tous les deux passés par un peu la Startup Nation. Ouais. La Startup Nation, c'est, il y a un cash qui arrive, qui diminue chaque jour, il y a des échéances, il y a des pressions parfois d'investisseurs, ce sont des petites équipes qui croient en quelque chose. Et donc, du coup, effectivement, sans le vouloir, on est forcément à un moment très attiré par la croissance. Toujours plus. Moi, je me souviens, les métriques que je regardais, c'est toujours, on grossit de combien chaque semaine, à la semaine, combien on fait, comment on fait. Parce qu'en fait, c'est un peu les indicateurs que les gens, en tout cas, allaient regarder. Ça a beaucoup changé depuis, justement, un peu, on va dire, la situation dans laquelle on est économiquement, dans le sens où, en fait, avant le jeu de la Startup Nation, en tout cas, beaucoup de Startup Nation, c'était quoi? C'était, je lève des fonds, j'ai beaucoup de fonds pour aller mettre ou créer du budget acquisition. Je me permets d'avoir un coût d'acquisition, donc un CAC qui est très élevé et qui, en fait, même si je ne suis pas rentable, même si je paye 1000 euros pour avoir un client, mais qui ne me rapporte que 500, ce n'est pas grave parce que mon but, c'est de prendre tout le marché juste pour rester le dernier survivant et ensuite devenir rentable. Et effectivement, ça a beaucoup changé puisque maintenant, on va beaucoup regarder la rentabilité, même sur une startup. On va vous demander très tôt de valider le product market fit, c'est-à-dire le moment où un produit rencontre son marché. Et donc, du coup, effectivement, on a été un peu, je mets des guillemets, mais un peu biberonné à tout ça parce que quand on est dans la Startup Nation, on se connaît tous et on parle tous, on parle en ROI, on parle en coût d'acquisition, etc. Là où je veux en venir, c'est que tu as effectivement, comme tu dis, moi, je sais que j'ai découvert tes premiers contenus, c'était Nice to Meet You. Yes. Est-ce que tu te souviens de ça? Bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais sur Nice to Meet You? Nice to Meet You, c'est une longue histoire parce que ça commence en 2011, 2012, avec mon cousin, avec qui j'ai fait 10 000 projets avec mon cousin, qui est un peu comme mon frère. Et on a lancé d'abord, c'était un collectif d'entrepreneurs, un collectif d'artistes aussi. On a produit des artistes, on a vraiment évolué dans cet univers culturel. On a bifurqué en développant une marque de vêtements. Et ensuite, on a lancé plein de business. Donc, un resto, une marque de vêtements, label. Donc, c'est à peu près tout. Et médias. Et donc, Nice to Meet You. Donc, toi, tu as connu, je pense, la partie où j'interviewais des entrepreneurs de la tech et des entrepreneurs urbains parce que je venais de ce monde-là culturel et urbain. Donc, j'avais un réseau de rappeurs, de managers, d'artistes, etc. Et je venais de découvrir la Startup Nation, justement, parce que j'avais repris mes études après avoir craché le barbershop qu'on a fermé. Ça a été un gros échec pour mon cousin qui a arrêté l'entrepreneuriat. Wow. Et moi, au contraire, je me suis dit, j'aime ça, je veux continuer, je veux poursuivre. Donc, j'ai repris mes études, une licence en éco-G que j'avais arrêtée. Et pendant la licence, je devais faire un stage. Donc, j'ai fait un stage chez Kicklocks, qui est un concurrent de Malte à l'époque. Voilà, Malte n'a plus de concurrent maintenant aujourd'hui. Et donc, du coup, je découvre l'univers des startups. Je rejoins un bootcamp qui s'appelle Akimbo. Donc, je deviens business développeur. Et j'apprends tous ces termes dont tu parles, tu vois. Et en fait, je tombe amoureux de cet univers parce que je me dis, mais c'est les États-Unis en France. C'était vraiment l'état d'esprit. Tu peux partir de zéro et
Avec du recul, je me dis que c'était un peu faussé Mmh. parce que forcément, on reste quand même en France, on reste dans la société française. Mmh. Mais voilà, t'as ce truc où tu as envie de te dépasser. Tu vois, on est sur le podcast Self-Upgrade, justement, tu as envie de te mettre à jour et d'aller chercher des sommets toujours de plus en plus haut. Et c'est ce que j'ai aimé un peu. Et ça m'a rappelé l'univers du rap, l'univers urbain. Donc j'ai connecté en fait les deux. Mmh. Et je me suis dit, ah bah en fait, c'est les mêmes. Tu vois, quand je parlais avec un Anthony Bourbon, un Guillaume Houbèche, du côté startup, pour moi, c'était les mêmes que des rappeurs ou des managers de rap, etc. Donc j'ai juste connecté les deux. Mmh. Et ça m'a créé une petite audience sur LinkedIn et ça m'a permis en fait de monétiser derrière des services. Donc c'est là où ça a été le début en fait d'une nouvelle aventure, quoi. Effectivement, je pense que ton approche de contenu, tout le monde le fait aujourd'hui et tout le monde en a besoin, surtout. Et moi, c'est vrai que je vois souvent deux approches. Je vois l'approche un peu, je mets des guillemets, mais des gars comme moi ou comme François, où en fait, au départ, on parle pas du tout de ce qu'on fait. On crée des produits dans nos coins, ça fait des choses, mais en fait, on se dit, voilà, on n'a pas forcément une approche de contenu, on a vraiment une approche très, je dirais, produit. Si tu résous le problème de tes utilisateurs, ça va amener d'autres utilisateurs, ce qu'on appelle le K-factor, c'est-à-dire que quand tu as un utilisateur qui rentre sur ton produit, combien d'utilisateurs il te ramène en plus, et du coup, tu as une boucle de croissance vertueuse avec ça. Mais effectivement, on se rend compte que aujourd'hui, en fait, tu sais, il y a toujours deux approches, hein. Il y a ceux qui vont dire, par exemple, développe une audience et une audience, et à partir de cette audience, construis un produit. Et il y a une autre approche qui dit construis un produit, fais une analyse de marché, construis un produit et ensuite va parler à tes personas. Toi, tu es de quel team? Moi, je pense que ça dépend de ce que tu as entre les mains au départ. Tu vois, moi, je ne sais pas coder. Donc, ce que je vais pouvoir faire, ça va être créer du contenu pour créer une audience et sonder le marché pour à peu près voir qu'est-ce que je peux vendre derrière. Mais si tu as ce skills de savoir coder, tu peux créer le meilleur produit possible. Mais au bout d'un moment, tu auras toujours ce besoin de créer de l'awareness et de créer de la visibilité sur ce que tu fais. Et ça, c'est vraiment le truc que j'ai compris. C'est pour ça que je me suis mis vraiment le tête baissée dedans. Parce que pendant mon stage, justement, chez Kicklocks, il n'y avait pas d'awareness. Tu vois, eux, ils étaient en concurrence avec Malte, qui avait beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de moyens, mais ils ne mettaient pas d'accent sur le marketing. J'ai rejoint d'autres projets pareils, des projets qui avaient levé 50 millions auprès du groupe Hôtel Accor, etc. Pareil, pas de marketing. Et ils faisaient que d'acheter des clients sur Google, tu vois, en ads. Et je me suis dit, demain, tu leur coupes le budget, et c'est ce qui est arrivé avec la crise. Tu coupes les budgets d'ads, ils n'ont pas de vrais clients, alors que le contenu te permet d'avoir cette relation avec vraiment une clientèle. Donc je pense que c'est pas antinomique, je pense que les deux, ils se complètent. Et ça, c'est en fonction vraiment de... Tu vois, j'ai fait l'un et j'ai fait l'autre. Pardon. Sur le produit qu'on a lancé avec ma femme, on est parti du pain des clients, des boîtes, et on a construit un produit pendant un an et demi. D'accord. Sans faire de com, etc. Et derrière, on vient à peine de commencer la com. Okay. Donc, tu vois, je pense que je suis un peu des deux, quoi. D'accord. En fonction. Ok, non, super intéressant. Et parce que tu me dis effectivement que le contenu, c'est dans ton ADN. Ouais. C'est vrai que tu es aussi fan de contenu. Comment tu l'expliques? Franchement, je l'explique. Je pense que c'est mon ADN. Et tu vois, ton ADN, tu peux pas... Tu vois, ton père, et peut-être qui faisait des choses, et toi, tu les revois en toi, tu te dis, mais, mais en fait, je suis comme mon daron, tu vois. C'est la même chose. Je pense que je suis le produit d'un environnement. Ok. Je suis le produit d'un papa qui est un peu révolutionnaire, tu vois, côté afro, panafricain, etc. En même temps, je suis le produit d'un jeune de banlieue qui a grandi au quartier, et en même temps, qui a consommé beaucoup de contenu, de clips, de rap, tu vois, de tout ça, de pub Nike. J'ai fait un post là sur LinkedIn récemment où je disais, j'ai compris pourquoi je fais du marketing, et c'est à cause de Nike, grâce ou à cause, je sais pas. Tu vois, les pubs Nike où il y avait toutes les stars à l'intérieur, et en fait, c'est juste ça. Et en fait, dès que je pense marketing, je pense contenu. Je saurais pas te dire pourquoi, tu vois. Ok. Et tu sais, sur le contenu, on a déjà beaucoup parlé. Moi, il y a un sujet, c'est que le contenu, on sait à quel point
c'est important. Tu vois, moi, j'ai eu des fois à déployer des stratégies dans des startups avec beaucoup de responsabilités, etc. Et effectivement, d'un côté, tu as du paid. Tu vois, c'est un peu comment dire ça? Il y a un truc qui se tient dans le marketing, c'est que ceux qui savent ce qu'ils font, c'est ceux qui font du marketing direct. Marketing direct, c'est j'ai une landing page, j'ai un CTA, donc un bouton. Ensuite, je passe sur une autre page de vente ou bien un upsell, un downsell, donc pour te vendre un produit en plus, en moins, etc. Et après, tu peux mesurer les taux de conversion et puis te dire, OK, en fonction de ça, je suis capable de changer le copywriting et de voir si le taux de conversion il augmente ou pas. Je vais changer, je sais pas, où je vais placer tout ce que je vais mettre au-dessus de la ligne de flottaison, donc tout ce qu'on voit avant même de scroller sur la page. Et je vais me dire, oui, c'est possible ou pas, etc. Et en même temps, donc il y a cette croyance-là, en tout cas je dirais cette croyance de dire voilà, voici comment ceux qui font du marketing comme ça, ils savent. Et en même temps, de notre côté, aujourd'hui, on se rend compte à quel point le contenu est important, à quel point il est pertinent pour une boîte. Et on le voyait même je crois que c'est celui de Feed qui disait ça, qui disait qu'en fait que Feed, au bout d'un moment, ça allait pas forcément trop bien. Et puis au moment où il a commencé à parler de son histoire, partager son histoire, et puis avoir ce personal branding où le CEO, il incarne la boîte. Et moi, je me souviens, je le dis parce que j'étais un gros consommateur de Feed pendant un moment. Et je te rends compte que sur les paquets, c'est marqué réussir, pas objectif, mais plein de verbes d'action comme ça, et qui te parlent. Et en fait, tu te rends compte que tu n'achètes pas Feed forcément pour Feed, pour la nourriture en soi. Tu achètes pour ce que ça incarne, tu vois, pour le mouvement, pour ce en quoi tu crois. Ma question, c'est sur le contenu, comment, toi, en tout cas avec le recul que tu as, l'expérience que tu as, comment tu arrives à mesurer le ROI d'un contenu? Mais c'est une vraie question et c'est une problématique que j'ai au quotidien. Et en fait, tu vois, tout ce dont tu parles, les verbes d'action sur la barre feed, par exemple, ça, c'est tout ce qui est attribut de marque. Et en fait, ça, c'est très difficile à mesurer. Mais c'est nécessaire. Et c'est pour ça que je n'oppose pas les deux, le marketing direct au marketing brand, ce qui est plutôt du brand content. Parce que je pense que les deux doivent se lier et que tu dois faire le travail de brand, par exemple, pour avoir la meilleure landing page possible et pouvoir justement mesurer. Donc, tu as tout ce travail d'audit un peu que moi, j'aime beaucoup faire. Et au final, c'est ce que je vends le plus. Je passe plus mon temps à faire des plateformes de marque que faire du contenu au final. Parce qu'en fait, avant de faire le contenu, il faut qu'on ait la bonne vision de ce que représente la boîte, le CEO, etc. Tu as plusieurs autres stratégies. Mais pour le mesurer, c'est hyper compliqué. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait un bilan là, de l'année dernière. Et les projets sur lesquels on avait beaucoup plus de data, beaucoup plus de retour du marché en amont, avant de faire le contenu, c'est ceux qui ont le mieux marché. Et ceux où on a juste fait du brand, on a fait la vidéo la plus jolie possible, souvent c'est tombé à la trappe. Tu vois. Et quand on avait de la data en amont, on a pu mesurer ce ROI. Donc je pense que c'est une démarche qu'il faut avoir, que les boîtes ne comprennent pas souvent, parce qu'elles vont juste prendre une boîte de prod pour faire une vidéo, mais elles ont besoin alors soit d'une équipe marketing de manière générale, ou soit d'une boîte un peu comme la nôtre qui comprend un peu toutes les étapes du funnel, quoi. Donc, difficile à mesurer. Là, j'ai bossé avec un entrepreneur qui, lui, il fait les landing pages de ses clients. Donc, il va faire le contenu, il va faire les landing pages. Et justement, on en parlait tout à l'heure au téléphone, il va pouvoir mesurer l'attribution au final, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose vers lequel je tends. Mais j'y suis pas encore. Ok. Effectivement, l'attribution. Donc, l'attribution, c'est vraiment de se dire, parmi toutes les actions que je fais, comment je peux dire, par exemple, l'événement physique qu'on a fait, ça représente 20%, les pubs qu'on fait, ça représente 30%, le contenu sur LinkedIn que poste tout le monde, ça représente 15%, le SEO représente 16%. Ce domaine d'attribution-là, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué dans les équipes, dans les boîtes où je suis passé, c'est que tu remarqueras deux choses. C'est que dans les compétences très, je dirais, pragmatiques et qui sont très objectives, par exemple, le produit, par exemple, ou bien la tech pure, c'est-à-dire construire un élément, c'est-à-dire que tu as une fonctionnalité à développer, et puis si le dev la développe, oui, c'est développé. Il n'y a pas trop de débat dessus. Ça, tu verras que les équipes c'est OK, tout se passe bien, ou plus ou moins.
sur les équipes marketing, comme il y a ce souci d'attribution, c'est-à-dire de dire, en fait, on est 5, mais qui a fait quoi? Quelle est la valeur de chaque personne? Comment ça se passe? En fait, tu remarqueras que souvent, les gens essaient de se tirer la couverture. Bien sûr. En mode, ah, mais oui, regarde ce que j'ai fait. Quand ils vont faire un mail à tout le monde, ils vont mettre tout le monde dans la boucle. Regardez ce que j'ai fait, etc., etc. Et ça, du coup, c'est par rapport à ce souci d'attribution. C'est un gros sujet, un très, très gros sujet. Et effectivement, en tout cas, pour conclure sur ce sujet-là, c'est vrai que beaucoup disent que le marketing direct permet d'attirer, le branding fait rester et fait capitaliser et permet de la rétention. Ouais. Tu Ça, vois. ça, c'est un vrai sujet, tu vois. En startup, c'est souvent on oppose inbound, outbound. Exactement. Marketing direct, branding, etc. Mais en fait, il n'y a pas de vérité absolue. Il y en a C'est pas. juste des équipes qui doivent travailler ensemble, C'est ça. avoir les mêmes KPI. Et c'est pour ça que je pense que le métier de CRO, chef revenu officer ou de grosse marketing, c'est des métiers qui ont explosé parce qu'eux, ils font la passerelle entre les deux, quoi. Et j'ai peut-être, pour finir sur le sujet, un exemple. Peut-être pour prolonger ma réponse de tout à l'heure, c'est pour mesurer un peu le ROI. Ce que j'ai remarqué aussi qui fonctionne, c'est de passer par le canal LinkedIn. Donc, on fait du brand, on gère aussi tout ce qui est copywriting pour le client. Donc, on poste les vidéos sur LinkedIn en les découpant, etc. Et derrière, on automatise la prospection pour le client. Et là, on sait quel contenu fonctionne, etc. Donc, tu vois, mais ça nécessite de vraiment contrôler toute la chaîne de valeur, quoi. Ouais, non, clairement, t'es obligé d'avoir tout ça parce que moi, je sais que c'est le plus gros sujet que j'avais, surtout quand j'ai fait beaucoup d'expérimentation de growth avec les équipes, etc. Le vrai sujet que j'avais à chaque fois, c'est l'attribution, en fait. Et surtout, toi, par exemple, tu vas faire de l'A/B testing. Donc, quand tu vas changer une variable sur une page ou dans un mail ou peu importe, pour aller mesurer l'impact de cette variable et voir si elle est plus positive ou négative, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, tu as besoin de ça. Ok sur ça. Du coup, moi, j'ai une question qui me vient, c'est que aujourd'hui, on est inondé de contenu. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que tu prends ce petit objet, tu vas sur Instagram, tu as du contenu partout. Tu vas sur YouTube, tu vas sur TikTok, tu vas sur LinkedIn, tu as du contenu partout. Comment tu arrives à te démarquer dans une mer remplie de contenu? C'est clair, océan rouge. Ouais. C'est quoi? Quelles sont les bonnes pratiques d'après toi pour justement réussir à se démarquer? Parce que au final, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens et qu'il faut bien que tu réussisses à, je sais pas comment on dit en français, mais à stand out, à te démarquer. Comment tu te démarques dans la vidéo? Je pense que j'ai fait l'écueil qu'ont beaucoup de créateurs et en tout cas de gens qui veulent faire du contenu, c'est de faire du contenu mainstream en disant je fais, tu vois, si tu prends le début du funnel, je fais la meilleure awareness possible et ensuite les gens ils vont rentrer dans mon funnel, etc. Et pareil, je te parlais des use cases qui ont fonctionné chez nous l'année dernière. Et c'est principalement des sujets où on a traité des niches. Et en fait, c'est maintenant, j'ai la réflexion différente de me dire, il faut qu'on niche down vraiment, tu vois, vraiment aller au profond, répondre à un pain, à un persona. Et son persona répondre à un pain, mais vraiment en profondeur, tu vois, donc d'interroger aussi le marché avant même de créer le contenu. Donc c'est comme ça que moi j'essaye de me distinguer, quitte à avoir beaucoup moins de résultats en termes de vues, en termes de likes, etc. Mais tu peux faire beaucoup plus de chiffres. J'ai l'exemple, moi, avec Nice to Meet You, j'avais une émission qui faisait 100 000 vues par épisode. Quand j'ai fait l'émission dont on parlait tout à l'heure, entrepreneur rap et entrepreneur tech, et ça a divisé par 10, je faisais 10 000 vues, un peu même moins. Mais j'avais beaucoup plus de revenus au final parce que je touchais vraiment une niche, je touchais les gens de la Startup Nation, je touchais... et c'est le travail que je fais vraiment, c'est de me dire, OK, comment on va taper dans les aspirations du persona? Qu'est-ce qu'on résout chez ce persona? Voilà, quel est le sujet principal? Et pas juste faire la plus belle vidéo possible. Et en plus, vu que je suis créatif, j'ai ce défaut de me dire, on va faire le truc le plus beau, le plus stylé, etc. Mais c'est pas ce qui fonctionne, quoi. Ouais. En plus, ça dit quelque chose, c'est que moi, en tout cas, c'est mon parti pris, mon nindo, comme dirait Naruto, c'est vraiment de dire, avant de faire quoi que ce soit, et un peu comme toi, moi aussi, j'ai craché des projets avant, parce que justement, je pensais... En fait, je trouve ça, et je m'inclus, je trouve ça très prétentieux
de croire que tu sais ce que les gens veulent, Grave. ce que les gens pensent dans leur tête, Grave. sans leur demander. Grave. C'est ultra prétentieux, mais on s'en rend pas compte. Même quand des fois tu es le persona, va interroger les gens. Parce qu'en fait, pour te rendre compte, en fait, il y a un peu le souci de ce qu'on appelle le caillou dans la chaussure, si je puis dire. Quelqu'un a une petite gêne, il a effectivement un caillou dans sa chaussure, mais il peut continuer à faire 5, 10, 15, 20 km. Il n'est pas prêt à payer pour ça, pour résoudre ce problème-là. Et ce que tu évoques, effectivement, c'est le problème, l'acronyme dur, effectivement, douloureux, urgent et reconnu. Tant que tu n'as pas cette tripartite-là, c'est très difficile d'aller vendre, ou sinon tu vas devoir éduquer énormément, et qui est d'éducation dit gros coup marketing, et donc du coup tu es dans un autre game, tu vois. Clair. Donc effectivement, ouais, je suis d'accord avec toi que interroger les gens, c'est super important. C'est super important. Super important. Super important. Même moi, tu vois, sur les résultats qu'on a eu l'année dernière, je me dis comment j'ai fait pour faire ce CA-là. Parce que j'ai vendu quelque chose qui n'est pas dur, justement. C'est pas quelque chose de palpable. J'ai vendu une vision, et à chaque fois, mais c'est pas quelque chose que tu peux scaler à l'infini, tu vois. Parce que si tu n'as pas ce pain-là, si tu vends pas, c'est toi souvent qui dis faut vendre des bouteilles d'eau à des gens qui ont soif dans le désert. Toujours. Et ça m'a parlé, tu vois, on en parlait dans le groupe WhatsApp qu'on a, où tu disais il faut vendre du palpable, du tangible. Et moi, je sais que j'ai pas vendu du tangible, et j'ai réussi à le vendre. Mais aujourd'hui, c'est ce que je recherche. C'est vraiment dire, ok, en fait, ta vidéo, elle va te générer tant en temps de... Tu peux pas t'avancer sur des résultats, mais tu peux t'avancer sur une méthode, quoi, au moins. Bien sûr. Ouais. En fait, moi, je pense qu'effectivement, je dis ça pourquoi ? Parce que, en fait, plus le client, le prospect, ou peu importe la personne, le persona, sait ce qu'il achète, et voit surtout, parce que, en général, quand les gens ils achètent un produit chez toi, ils veulent passer d'un point A à un point B. Ton produit est la chose qui permet cette transformation ou ce véhicule. Donc, effectivement, quand tu vends quelque chose, mais que les gens ont du mal à savoir est-ce qu'ils vont vraiment arriver au point B, c'est difficile. Et après, par contre, là, justement, je pense que ça se fait toujours, ça se fait. Mais effectivement, c'est parce que les gens ils ont confiance en toi, on a déjà parlé de toi, tu as une certaine autorité sur ton domaine, etc., etc., tu vois. Mais effectivement, moi, c'est toujours ce que je dis, plus en fait, tu arrives à vendre un truc packagé où les gens se disent voici ce que j'achète. C'est comme quand tu vas à la boutique, j'achète du pain, je vais manger du pain. En fait, il n'y a pas de débat, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment pertinent. Mais effectivement, il faut de tout. Moi, j'en parle souvent avec surtout les compétences un peu design, créative ou autre, tu vois. Par exemple, le studio, il est fait sur mesure, mais très difficile. Alors oui, effectivement, on a discuté, j'ai donné un brief, etc. Mais très difficile pour les gens en face de savoir exactement ce que je veux dans ma tête. Mais pourtant, ça correspond exactement à ce que je voulais, tu vois. Mais, tu vois... Je pense où ils ont été bons, du coup, dans le... Je pense qu'ils ont été bons. Je pense qu'il y a deux choses. C'est dans la... Yann en parlait, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est se dire, ok, mais en fait, qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Qu'est-ce qu'il voit ? Ils m'ont demandé un peu mes aspirations, 3 mots pour décrire mon podcast, aussi les livres que je lisais, etc. Et en fait, je pense que tout ça, ça te fait un peu un mood board, un peu de pensée, si je puis dire. Et à partir de là, je pense qu'il faut être bon. Tu sais, il y a des trucs d'intuition qui je pense que des fois, ça s'explique pas forcément et que tu vas réussir à aller chercher ou à aller justement transcrire, tu vois, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses entre ce que la personne pense, ce qu'elle te dit, ce que tu comprends, ce que tu fais, ce que tu dis à tes prestats. Ça fait quand même beaucoup de choses, c'est clair. tu vois. Et donc, du coup, quand même, réussir à faire ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça que, comme je dis toujours, il y a ceux qui connaissent leur métier, il faut leur faire confiance. Et voilà, quoi. Soit c'est un peu comme la déco. Ouais, mais c'est ça. De toute façon, vendre de la créa, c'est hyper compliqué. C'est très difficile. Et après, pour réussir à processer ça et le faire à échelle, c'est pas évident. Mais pour moi, la façon dont c'est pertinent, en tout cas c'est, comment dire ça, très rentable pour les gens, c'est que sur la créa, si pour moi, sur une compétence subjective comme celle-ci, où en fait tu es un peu comme monsieur tout le monde, ou comme tout le monde, où tu fais, imaginons, tu n'as pas vraiment une offre, tu as une commodité, et tu fais juste des vidéos, c'est difficile. Par contre, quand les gens ils viennent pour ta touche, c'est différent. Tu vois, quand on dit par exemple, écoute, moi, je viens, imaginons, ça peut être du copywriting, ça peut être un tableau, peu importe, mais je viens parce que je veux la touche de cet artiste-là. Il n'y a plus de débat, parce qu'on veut la touche de cet artiste, donc il va avoir sa touche, tu vois. Mais si effectivement, tu restes sur un volet un peu, je fais des vidéos,
standard, ou bien je fais des tableaux standards, ou je fais du copywriting standard, eh ben en fait, effectivement, là, il y a beaucoup de débats, tu vois. Donc, je pense que moi, l'un des gros arguments pour pouvoir vendre de la presta ou des services, ou peu importe, mais de services subjectifs, c'est vraiment que tu sois reconnu par ton client déjà comme une très haute autorité. Tu vois, parce que là, il n'y a pas vraiment de débat. Tu vois. Et moi, je sais que toi, sur le gross, par exemple, alors le gross, j'en ai quand même vendu beaucoup de prestats, j'accompagne pas mal de boîtes, etc. Mais effectivement, je sais que, je leur disais, moi, je suis un pôle R&D. Je peux pas vous dire, les gars, oui, vous allez, parce que je suis là, parce que des fois, les gens croient que tu arrives vraiment comme le sauveur. Hein. Avec une baguette magique. Tu arrives, tu vas tout raser, ok les gars, je m'en occupe, etc. Mais la vérité, et moi je leur disais à chaque fois, mais de façon très claire, je vais faire ce que je peux, mais je ne peux pas vous garantir, je suis un pôle R&D. On ne demande pas à des scientifiques. En fait, moi c'est mon avis en tout cas sur ça, mais c'est que j'ai plus une obligation de moyens que de résultats. Bien sûr. Tu vois, je vais tout faire et tout mettre en place pour que ça marche, mais je ne te garantis pas que ça va marcher. Si ton produit derrière il n'est pas bon, il y a tellement de paramètres. Il y a le produit, il y a le people, il y a le marché à l'instant T. Et toi, tu ne peux pas tout maîtriser. Exactement. Et il faut juste qu'ils aient la culture, justement, du test, de l'expérimentation. Quoi. Exactement. Ouais. Et je sais que tu vois, au final, qu'est-ce qui m'a permis, en tout cas, de vendre beaucoup de prestations sur ce volet-là, c'est que les gens venaient plus pour Jérémy que pour une prestation de gloss, tu vois. Et ils disaient, bon, moi, j'ai vu ce que tu as déjà fait, on va parler de toi, j'ai envie qu'on bosse ensemble, tu vois. Et en fait, je trouve que quand tu es dans ce sweet spot-là, c'est beaucoup plus simple. Et puis, ton client aussi, il est averti, etc. Mais tu mets le doigt sur un vrai truc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se fourvoient. C'est pour tout le monde, c'est la même chose, en fait. Parce que souvent, on se dit, ah, mais non, mais moi, mon produit est meilleur. Mais pas forcément. C'est la personne qui le vend. On vient, en fait, pour toi. Tu as juste des gens qui ne l'ont pas conscientisé ou qui ne veulent pas forcément, tu vois, qu'on passe cette appétence à se mettre en avant. Tu as des gens qui vont le jouer beaucoup et d'autres un peu trop. Mais dans tous les cas, l'humain reste le vecteur justement de ces ventes-là. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de profils tech, un peu comme toi, qui ne vont pas, tu vois, se mettre en avant, etc. Mais une fois que tu l'as compris, ça, tu peux créer quelque chose de plus gros, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu parlais d'Anthony Bourbon. Et ça me fait penser à un livre de Dave Gerhardt. Je ne sais pas si ça te parle. Dis-moi le titre du livre. Et c'est The Founder Brand. Ok, je vois c'est quoi. Et en gros, il a bossé avec... j'ai oublié le magicien du Gross, comment il s'appelle Guillaume Cabane. Ouais, avec Guillaume Cabane. Et ils ont fait plein d'expérimentations. Et à chaque fois, ils testaient justement, dès qu'ils venaient dans une startup, ils lançaient un podcast ou un contenu avec le CEO avant même de lancer les équipes marketing. Okay. Et comme ça, vu que le CEO, il avait la légitimité, il fallait que le CEO aussi, il ait les épaules, il créait un canal d'acquisition direct, justement, avec le marché pour avoir des retours le plus rapidement possible. Okay. Et genre, dans la première année, il va forcer le CEO à créer son podcast, créer sa newsletter, etc., pour avoir une feedback loop et ensuite implémenter le tout avec les équipes, quoi. Okay. Et je trouve ça hyper smart, tu vois. Ouais, non, super intéressant. Et en France, on a du mal avec cette notion. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve que même en France, de façon générale, on en parlait il y a quelques temps, mais la vérité, c'est que faut qu'on apprenne à raconter des histoires. Yeah. Tu vois, on a du mal, parce que, regarde bien, depuis la nuit des temps, on va au cinéma, c'est pourquoi ? C'est pour écouter des histoires. Quand les gens, ils sont sur Netflix ou sur Amazon Prime ou autre, ils suivent des séries, c'est pour des histoires. Quand tu regardes les telenovelas de « Ah oui, machin, les Dallas à l'époque, je sais pas, il y a plein de trucs... les feux de l'amour. Les trucs comme ça, etc. C'est que des histoires. C'est « Ouais, il y a un truc qui va venir demain, il faut que je sois prête. » C'est des histoires. Et en fait, tout ce truc-là, et je pense que toi, c'est vraiment ce que tu arrives à faire, c'est que tout cet imaginaire-là qu'on a, il faut réussir à le transposer au niveau du business, parce qu'en fait, au final, tu te rends compte que les histoires, c'est fait, on ne dit pas de mentir, mais je pense que tu vois, il y a un peu une peur peut-être ou c'est peut-être culturel aussi au niveau de la France, c'est qu'un Américain, toi, moi j'ai travaillé dans 2 boîtes anglophones, dès que tu parles, et c'est même pas que des Américains, dès que tu parles avec des gens, j'ai envie de dire qu'ils sont pas français, mais en fait qui sont anglophones, à chaque fois, tu auras des histoires. Tu arrives dans le meeting, oh, amazing, I like your shirt, yeah.
Ça, ou bien I'm very excited. Nanana. Ouais. Moi, au début, je me souviens, au début, ça me faisait trop rire. Quand les gars, j'arrivais dans le meeting, ils me disaient, ouais, I'm very excited. Tout, je me disais, ah oui, il est trop content. Mais en fait, non, c'est une formule de politesse. Mais en fait, tout est romancé. Tu vois, peu importe ce que le mec va te dire. Regarde, tu prends, je sais pas, tu proposes d'aller. Allez, je sais pas combien, je vais pas dire un pourcentage parce que je connais pas les chiffres, mais tu prends beaucoup de CEO américains. Tu regardes la story, le gars était toujours soit SDF, soit il dormait sur un canapé, soit il a commencé dans son garage, soit il lui restait juste 1000 euros dans son compte en banque. Il y a toujours une histoire comme ça. Tu sais pas si Et c'est t'as vrai. toujours les éléments d'une histoire. T'as le Toujours ça. protagoniste, t'as le problème, t'as la solution, t'as le Exactement. guide. Tu vois. Et par contre, tu vois, tu prends d'un autre côté les fondateurs francophones, t'as pas, en tout cas, ils ont peut-être des histoires, mais c'est pas mis en avant. Tu vois. Et effectivement, pour moi, c'est là que le contenu a un vrai rôle à jouer, dans le sens où tu devrais toujours, et on en parlera après, une structure, mais même chose, hein, phrase d'accroche, une histoire, un CTA. Et après, ça fait un peu une composante où, pour moi, ça devient justement très tangible. On tend vers la tangibilité si tu as ces différentes métriques-là, tu vois. Mais tu vois, la barrière, ça va être la compréhension en face de l'interlocuteur de la nécessité de cette approche. Moi, je me frotte souvent à ça. Et, mais je le vois, tu vois, la puissance de prendre un CEO. Moi, je me pose 1 heure, 2 heures avec lui et je creuse dans son histoire. On rédige un script et ensuite on commence à créer du contenu et on voit en fait que tu peux faire passer un... J'ai un exemple, tu vois, nous on a commencé Blun en fait avec un gros test. En fait, et c'est ce que je préconise à tout le monde de faire, c'est avant de créer ta boîte, de mettre de l'argent, etc. Tu testes le marché, tu vois, tu trouves un premier client, tu le factures. Et avec les résultats, tu ouvres la boîte avec les premiers sous que tu as générés. Donc nous, on a trouvé un premier client qui était ouvert à tester ce truc de storytelling dont tu parles. Lui, il était en litige avec LinkedIn, parce qu'il a un logiciel de prospection sur LinkedIn. Et lui, versus ses concurrents, il n'avait jamais montré sa tête, il ne faisait pas de contenu. Alors que ses concurrents, eux, ils faisaient énormément de contenu, blog, etc. Sur le SEO, ils sont imbattables. Et donc, il se retrouve bloqué parce que LinkedIn le banne. Et on s'est dit, OK, en fait, on va raconter ton histoire. On va raconter pourquoi tu as créé un logiciel, pourquoi LinkedIn, etc., etc. Donc, on a fait ça en 3 épisodes. On a trouvé un deal avec Madines. Donc, on a projeté la série de 3 épisodes sur Madines. Et il y a eu un boom. Son compte a été débloqué. Il a multiplié son MRR, donc son revenu mensuel récurrent, par 3. Et en fait, il a commencé à se positionner dans la tête des gens comme le gars qui vient les aider plutôt que le logiciel pirate qui vient prospecter automatiquement sur LinkedIn, tu vois. Et juste parce qu'on a mis de l'humain, en fait, on a mis un visage, on a mis une histoire, on a montré patte blanche, quoi. Et ça a fonctionné. Et c'est comme ça qu'on a commencé Blun Creative, justement. Ok. Tu vois. Donc en se disant, non, il faut que le CEO raconte son histoire. Ok. Non, super. Et tu sais, il y a un truc qui revient souvent, c'est que les gens, il y a 2 choses. Les gens ont peur ou en tout cas, d'écrire leur premier contenu en ligne. Les gens ont peur de communiquer en ligne, etc. Les gens n'ont pas peur de communiquer en ligne. C'est quand tu creuses, tu te dis, mais pourquoi t'as peur d'écrire, etc. Tu te rends compte que les gens ont peur, en fait, en tout cas, de mettre, je mets des guillemets, une partie d'eux en ligne et que cette partie soit critiquée. J'aimerais bien avoir son avis dessus. Est-ce que tu penses, ou est-ce que tu es d'accord, ou peu importe, tu me diras ce que tu en penses, mais est-ce que tu penses que une marque personnelle, une personal brand, que ce soit un CEO, que ce soit une entreprise, etc., a forcément, on va dire, je ne sais pas comment on dit en français, mais en tout cas, bon, je vais traduire comme ça en français, des gens qui sont fans et des gens qui détestent la marque. Est-ce que tu penses qu'il y a forcément une vraie personal brand est forcément clivante et du coup a forcément, je mets des guillemets, des ennemis? Je pense par exemple à l'un des gars en growth qui a apporté un peu ce game de LinkedIn, je ne sais pas si tu vois de qui je parle, il y a quelques années, qui a été très clivant et qui a fait en sorte que il y a des gens qui le détestent et d'un autre côté il y a des gens qui l'aiment de fou. Mais tu vois, je vais faire le parallèle avec un événement qui s'est passé là ce week-end, je crois. La récence. Tu vois, c'est Cédric Doumbé. Non, tu vois non, vas-y. Et en fait, pourquoi il cartonne? Parce qu'il est clivant et parce qu'il a des ennemis, en fait. C'est ça. Et moi, souvent, le travail que je fais avec mes clients, c'est définir les ennemis. Donc, définir les valeurs.
tout le monde sait faire, définir ce qui te représente, ce que tu aimes, etc. Là où tu veux aller, ta vision, ton why, blablabla. Mais c'est hyper important de définir les ennemis. Tu es contre qui? Tu es contre quoi? Qu'est-ce que tu ne veux absolument pas être? Et c'est plus facile, en fait, de positionner une marque comme ça que plaire à tout le monde et être dans un espèce de ventre mou, tu vois. Bien sûr. Et je pense que les marques personnelles qui arrivent à cliver, c'est les marques qui sont les plus reconnues. Est-ce que maintenant, il faut absolument cliver pour être reconnu? Je pense pas. Tu vois. D'accord. Je pense que ça dépend aussi de ton ADN de marque. Est-ce que, tu vois, moi, je suis pas du tout dans... Genre, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais tu devrais y aller un peu plus, etc., être beaucoup plus punchy. C'est pas dans mon caractère. Donc, j'essaye de faire en sorte que mon contenu me ressemble, quoi. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut forcer, mais c'est quelque chose qui marche plus facilement, ça, c'est sûr. Ouais, non, je suis d'accord avec toi sur ça. C'est vrai que moi, je sais pas si tu as déjà fait le test MBTI. Je l'ai fait, mais j'ai Tu te plus les souviens plus trop? résultats. Ouais, il y a pas mal de personnalités. C'est un truc que j'aime bien faire parce que je trouve qu'il se rapproche. Alors, ça dépend des gens, mais je trouve que moi, ça se rapproche beaucoup de la personnalité de beaucoup de gens qui le font. Et moi, c'est ce que je dis souvent aux gens, en tout cas sur le contenu. Parce que tu vois, tu as évoqué un point qui est très intéressant, c'est que le contenu, pour pas que ça devienne une corvée, en fait, il faut pas non plus te travestir. Tu vois, parce que sinon à chaque fois tu vas devoir mettre un costume, jouer un rôle, etc. Et en même temps, moi tu vois, je connais des gros influenceurs qui me disent, écoute, moi je suis content de mettre un costume parce que quand on attaque ce costume-là, ce n'est pas moi. Donc c'est une manière aussi pour eux de se protéger, tu vois, de dire oui, vous attaquez, on va dire mon alter ou autre, mais en fait c'est pas moi. Donc tu vois, c'est un peu un paradoxe, mais je pense qu'effectivement à la fin, faut vraiment écouter ce que nous on a envie de faire et vraiment se sentir de le faire de façon vraiment très naturelle. Et c'est vrai que moi, je conseille souvent de faire un peu ce test MBTI. Et en fait, parce que tu as un peu les valeurs conscientisées, posées sur papier et tout. Et en fait, quand tu communiques, en fait, tu es très clair dans ce que tu fais, tu vois, avec des valeurs fortes. Moi, par exemple, j'ai une valeur forte, c'est de croire qu'en fait, n'importe qui peut réussir ce qu'il a envie de faire. Je ne veux pas me cantonner à me dire je suis défini par là où j'ai grandi, ou etc., etc. Mais c'est pas la valeur de tout le monde, tu vois. Et effectivement, ceux qui ne partagent pas en tout cas cette valeur-là, ne vont pas être d'accord avec moi. Mais, donc tu vas attirer des gens qui sont d'accord avec tes valeurs. Exactement. Et en fait, le market fit, il va se faire beaucoup plus facilement. Exactement. C'est ce que les gens, je pense à l'ère dans laquelle on vit, les gens se trompent avec ça. Ils veulent copier n'importe qui, tu vois, faire le podcast comme Oussama Ayomi, faire, etc. Ah, mais eux, ils font ça, donc je devrais faire ça, faire les shorts. Tu vois, tous les shorts, ils se ressemblent. Ils vont tous chez le même prestataire, etc. Et tu vois, t'as moins ce truc de... Quand tu vois un Kanye West, comment il sort son album là récemment, je sais pas si tu suis un peu. Dis-moi. Non, dis-moi. En gros, il arrive, il casse les codes, quoi. D'un point de vue marketing, il arrive, c'est pas beau, c'est full black, tu vois, il a pas pris les couleurs en vogue. Même dans sa com, là, il a acheté un espace de pub au Super Bowl pour 7 millions. Donc, tu te dis, OK, tu prends un espace au Super Bowl, l'événement le plus regardé de l'année, qui généralement doit driver des ventes incroyables. Et lui, il fait un selfie dans un taxi et il fait 30 secondes pour annoncer qu'il sort des nouvelles paires sur Yeezy.com. Et il génère 19 millions de ventes derrière. Ah ouais. Et du coup, il a directement la data de ses acheteurs. Et donc là, en fait, c'était juste un test pour derrière vendre quelque chose d'autre, tu vois. Donc en fait, il vient, il casse les codes. Et en fait, ce genre de profil te montre que il faut savoir sortir des codes, tu vois. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un moule, tout le monde veut faire la même chose, tout le monde veut faire un podcast, tout le monde veut faire les shorts qui vont avec, tout le monde veut faire... Et du coup, tu n'as plus de brain vraiment, et ceux qui osent sortir de ça, ils se démarquent, quoi. Comme toujours, comme à l'époque, Guillaume Moubèche, c'est un mec qui met des vidéos sur LinkedIn, personne ne met des vidéos sur LinkedIn. Et en fait, l'Emlist, tu vois, ça décolle parce que le mec, il monte son visage, il vend un logiciel, mais il fait des vidéos face cam. C'était nouveau. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde le fait. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent, quoi? Je pense que c'est hyper important. Ouais, parce que je crois qu'il en avait parlé. Je sais plus, je crois que j'ai vu un article passé, mais justement, il expliquait le nombre de comptes touchés par justement les gens de l'Emlist qui publient beaucoup, puisque c'est un peu la stratégie Avengers, qui en fait, où potentiellement chaque collaborateur de ta boîte prend une verticale métier ou
par rapport je pense, à sa passion, ses compétences Ouais. ou autres, et martèle dessus. Et donc, du coup, en fait, potentiellement, ta marque, elle résonne aussi sur ça. Et nous aussi, on l'a beaucoup fait quand j'étais avec la team avec Romain, etc. Ok. Donc, oui, oui, clairement, effectivement, c'est quelque chose qui marche. Nous, typiquement, on closait en DM sur LinkedIn. Ah, tu vois. On n'était pas sales, hein. Ouais. Mais les gens te disent, ouais, j'aime trop ce que vous faites. Bon, ben, est-ce que. Parce que du coup, il y avait un personal brand, du coup, au Exactement. final. Ouais. Exactement. Où est le lien de paiement pour que je puisse payer? Toi, tu jamais vu sur des tickets assez Et élevés. parce qu'il y a un sujet aussi, hein, c'est un débat, c'est de dire oui, mais si je fais trop de personal brand, mon entreprise va dépendre. Et justement, il y a les exemples dont tu parlais tout à l'heure, ça a un peu coulé la boîte. Parce que quand tu vas trop à l'extrême, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors je vais pas dire c'est le seul moyen, mais c'est le moyen principal pour développer ton entreprise, quoi. Mm. C'est d'avoir du personal brand, tu vois. Je peux prendre Jordan de Bulldozer. Mhm. C'est Jordan, mais Bulldozer, derrière, il y a plein d'autres gens et il réussit à driver des ventes comme ça. Et je pense que c'est le. On est dans un tournant où tu as beaucoup de CEO qui vont commencer de plus en plus à Et se tu vois, montrer, quoi. tu t'anticipes une de mes questions parce que, effectivement, ce que tu as dit, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, en général, la valeur d'une boîte, la valorisation d'une boîte, c'est un acheteur qui va peut-être regarder ou peu importe et qui va dire, est-ce que ce que j'achète, ça marche tout seul, presque tout seul, tu vois. C'est-à-dire que je sais combien me coûtent mes opérations, est-ce que je sais combien je dépense en budget marketing pour avoir combien de clients, est-ce que je sais combien de temps dure le cycle de vente, etc. Tu vois. Et donc, effectivement, quand tu as du personal branding et que ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que ça drive un canal d'acquisition qui est nouveau ou autre, et effectivement, les gens se disent, ah, est-ce que, on le voit beaucoup chez les infopreneurs, par exemple, où en fait, le fait que ce soit toi qui sois mis en avant, que les gens viennent pour toi, etc., bah, en fait, c'est difficile de vendre c'est difficile à vendre comme business. Parce que bah, si tu n'es plus là, T'enlèves comment on fait? l'entrepreneur, Tu il vois, n'y a plus de c'est boîte. ça. Ouais. À la limite, on rachète ta liste emailing, un peu de data, mais tu vois, c'est difficile. Mais en parallèle de ça, pour moi, comme tu dis, c'est que en tout cas, en se mettant en avant, pour moi, ça permet de générer beaucoup plus de cash flow. Ouais. Tu vois? Donc, je pense qu'effectivement, ça dépend et je- l'entrepreneuriat, en fait, tu peux pas tout prévoir, mais je pense que c'est intéressant de le savoir dès le début. Parce que si tu veux faire une boîte, faire un exit, revendre, etc., c'est intéressant que tu aies une approche où tu n'es pas forcément tout le temps mis en avant. C'est un peu un truc sur lequel tu travailles, tu as plein de data et tout. Et demain, tu peux vendre quelque chose clé en main, quoi. En disant, ben voilà, tiens, hop, c'est ma boîte, tiens, je te la donne. Ouais. Ou sinon, tu te mets en avant et tu dis, ben voilà, c'est mon business de cash flow, je carbure dessus, X années, j'engrange, etc. Je C'est fais ça. des trucs. Donc, tu vois, je pense que ça dépend des visions. Ça dépend, c'est clair. Mais je pense que ça peut être un accélérateur sur les 5 premières années. Et après, il faut savoir se retirer. Tu vois, Ouais, c'est vrai. réussir à. Bah, tu parlais de la stratégie Avengers, réussir à mettre d'autres personnes et en fait démultiplier ce que toi tu as fait c'est les 5 premières années et qu'il y ait d'autres visages aussi de l'entreprise. Et là, c'est peut-être que toi tu peux te retirer et revendre la boîte et faire un exit, quoi. Ouais. Mais je pense qu'on arrive à une nouvelle ère comme ça du personal branding où j'ai envie de dire que ça va être indispensable. Ouais, non, clairement. Ok. Valdi. Yes. Je pense que tu seras d'accord avec moi de dire que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Ah, c'est sûr. Et le gars soufflé. Ah, c'est sûr, je souffle. Donc, j'aimerais bien savoir, parce que tu vois, tu m'as parlé de barbeur, tu m'as parlé de restaurant à un moment. Déjà, faut m'expliquer. C'était la jeunesse, c'était la folie. C'était la folie. Oui, bon, je pense que tu as fait avec ce que tu avais, ce que tu connaissais, Ouais, c'est ça. tu avais envie. Mais parle-moi d'un moment entrepreneurial qui, toi, t'a marqué, positivement ou négativement. Tu vois, est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué, tu t'es dit, par exemple, négativement, tu t'es dit, ouais, franchement, j'ai envie de tout lâcher. Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que vraiment j'y vais? Et puis positivement, en te disant, ben, ah ouais, en fait, ce que je vis, c'est beau, tu vois, je sais que je le revivrai pas et je suis content d'avoir vécu ce moment, tu vois. Parle-moi d'un de ces moments, si t'en as un en tête. Bah, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'était le moment où on crache le barbershop et où je me dis, en fait, moi, je kiffe et je vais poursuivre. Et avec du recul, je me dis que j'ai choisi la voie pour laquelle j'étais faite parce que je ne me vois pas vivre autrement. Et je pense qu'au bout d'un moment, je parlais avec beaucoup d'entrepreneurs, ils me disent, ah, l'entrepreneuriat, c'est dur. Mais je pense que si tu n'arrives pas à entrevoir une autre vie, c'est que tu es au bon endroit. Tu vois. Si tu arrives à te dire, ah, bah, peut-être que je vais reprendre un CDI, je serai tranquille.
Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Mmh. Et moi, je faisais partie de ceux qui disaient que n'importe qui pouvait entreprendre. Mmh. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, je me dis que non, il faut avoir la personnalité pour, il faut être prêt à faire des sacrifices pour, etc. Donc je pense que ouais, c'était ce moment où on a le barbershop, on est jeune, on a 23, 24 ans, on n'est pas barbeur nous-mêmes, il faut savoir. Ok. Donc on a des salariés, on Mhm. avait 3 salariés, on a assez pour payer les salariés, assez pour payer les charges, mais nous, on ne se paye pas. Ok. Et à partir de là, on doit prendre une décision et se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc on cut, on ferme. Moi, ça m'a ouvert l'idée sur autre chose. Et à partir de ce moment-là, je me dis, OK, on était à une période où, parce qu'à côté, on continue Nice to Meet You, tout ce qui est production, etc. Et on était à une période où les Viners généraient plus d'attention que les artistes. Il n'y avait pas D'accord. Spotify. C'est quoi les il y avait pas- Viners? Les Viners, c'était Vine, c'était l'application, c'était bien avant Snapchat, etc. Ok, tu ça vois. me parle. Ouais, T'as ouais. eu des Tonio Live, Ok. t'as eu des mecs comme ça qui sont sortis de ces apps, tu Tu vois. m'as fait faire un bond dans le passé. Ouais, Là. tu vois, ça Ça remonte, hein, remonte, hein, ça me parle, 2014, ouais. 2015, quelque D'accord, chose ok. comme ça. Ok. Et ils faisaient plus de vues que les artistes que nous, on pouvait produire, etc. Ok. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc à partir de là, on s'est dit, on va créer un média. On n'est pas des humoristes comme eux, mais on va créer un média où on va parler des discussions qu'on a en bas du quartier, etc. Donc là, on a commencé à créer NTMY Club. Mhm. Et en fait, c'est à ce moment-là où mon cousin, il arrête l'entrepreneuriat, donc je me retrouve un peu seul. Moi, je me suis jamais vraiment mis en avant, tu vois, on en parlait. Et là, j'ai reconstitué une équipe avec que des mecs de Sarcelles, des mecs des alentours, de là où j'ai grandi. Et on crée ce média qui s'appelle aujourd'hui, maintenant, qui est devenu Calcium TV. Ok. Et en fait, on crée du contenu et on fait les 100 000 vues dont je te parlais, 100 000 vues par semaine. Et là, et c'est à partir de là, donc tu vois, on passe d'un échec à une réussite. Et pour moi, c'est ma première réussite, ce format-là. Et c'est là où je me dis, OK, je suis à l'endroit où je veux être et je veux poursuivre. Je veux poursuivre. Je ne générais pas d'argent à ce moment-là, mais je voulais vraiment comprendre les rouages de ce système, etc. Tu vois. Donc c'est à partir de là, en fait, où tu vois, tu as un choix. Soit tu arrêtes, soit tu continues. Ben, moi, j'ai foncé tête baissée, la tête la première. Ok. Donc, voilà. Ok. Et c'est quoi d'après toi les éléments d'une bonne stratégie de contenu? Tu vois, si tu devais donner peut-être quelques points à nos auditeurs, d'après toi, une bonne stratégie de contenu, ce serait quoi? Peut-être les étapes ou les jalons à mettre en place pour Peut-être les étapes. Parce qu'en fait, le contenu, j'ai fait un post LinkedIn où j'en parlais il n'y a pas longtemps. Moi, je traite le contenu comme un produit. D'accord. C'est-à-dire qu'en fonction des objectifs, on va pas créer le même contenu pour une personne, tu vois. Est-ce que ton contenu, il sert à créer de l'awareness? Est-ce qu'il sert à créer de la rétention ou du revenu? Ça peut être le même contenu. Et en fonction de ça, on va premièrement faire la plateforme de marque. Donc ça, c'est ce sur quoi je m'amuse le plus. Tu peux définir une plateforme? Alors, la plateforme de marque, c'est définir les valeurs, les attributs, les ennemis, le ton, la charte graphique, ton persona. Donc, on va faire un travail d'un mois ou deux pour comprendre ton business, comprendre tes concurrents, comprendre là où comment tu te positionnes et pourquoi tu te positionnes comme ça. Donc, tu vois, tu parlais d'MBTI. Je l'ai déjà fait pour un client, mais moi, ce que j'aime bien, c'est l'ikigai. Ah oui. Donc, on travaille sur l'ikigai, sur OK, c'est quoi ta vocation, c'est quoi ta passion, c'est quoi ta profession, tu vois, parce que c'est pas les mêmes éléments en fait. Donc, savoir là où tu es doué, ce que les gens sont prêts à payer, parce que c'est pas la même chose. Donc, tu as tout un travail très, au final, personnel et très dans le deep de la personne pour comprendre comment elle se positionne sur un marché. Et à partir de là, on va choisir un angle d'attaque. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on va commencer à créer du petit contenu, mais vraiment avec, tu vois, un téléphone, enfin vraiment, parce que nous, on est une boîte de prod, donc on a des moyens, mais on va quand même faire l'effort de faire du contenu basique, que ce soit écrit sur LinkedIn, que ce soit des vidéos short, etc., pour tester déjà, voir les réponses qu'on a. Et ensuite, on va investir sur beaucoup plus grosses productions. Et derrière, nous, on vend des packages de vidéos. Donc, ça va être des packages de 10 vidéos, ça va être des packages de 5 vidéos. On veut vraiment créer
de base, on voulait créer le Netflix de la vidéo B2B. On voulait faire une plateforme, etc. Donc, on a cette vision de créer des séries vraiment de vidéos, quoi. Ok, ok. Et tu parlais de Naval Ravikant Ouais. tout à l'heure. Je pense que tu aimes beaucoup en tout cas ce qu'il dit, le fameux thread qu'il a fait, Ouais. How to get rich C'est without ça, getting c'est lucky. ça. Donc comment devenir riche sans avoir de la chance. Et qui, je pense, a marqué beaucoup de personnes. Je sais même pas il a combien de millions de vues. Moi, je sais que je l'ai lu. Je pense que je l'ai lu au moins 10 fois. Ah, c'est vrai, 10 fois. Ouais, parce que il y a un fan qui a fait un petit livre. Ouais. Tu as aussi l'audio sur les plateformes, etc. et tout, que tu peux écouter. Et franchement, c'est un livre que en tout cas, c'est une série de trucs que je réécoute constamment, surtout la partie audio, parce que à chaque tweet, il explique ce qu'il voulait dire par là et tout. Et c'est vrai qu'il a apporté il a un peu, comme tu disais, mis sur papier, en fait, un peu créé un framework pour te dire, bon, les gars, on a une nouvelle ère. Et là, le code et le média, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez aller loin, etc., etc. Et donc, ma question, tu as beaucoup aussi parlé de scalabilité. Donc, la scalabilité, c'est... je sais pas, scalabilité, ouais, ça c'est français, bon, je sais pas, mais en tout cas, c'est scalable. En gros, c'est quand chaque nouvel utilisateur ou client vous coûte moins cher que le précédent. Et donc, du coup, on fait ce que tu disais, des économies d'échelle. Sur la prestation, sur l'agence, c'est pas scalable. Alors, moi, j'ai pas dit que c'est pas scalable. Moi, je pose des questions. Moi, je pose juste des questions. Je sais que sur l'agence, quand tu as une agence, quand tu fais de la prestation, c'est ce qui peut être difficile, c'est de créer justement du revenu récurrent suivant la prestation que tu fais. Parce que justement, tu as un peu un process où, alors si on est classique, on va dire, hein, mais prospection, peut-être un appel de découverte ou autre, peut-être une présentation donc avec un PPT ou un Google Slides que tu as fait, et puis ensuite closer le deal et ensuite exécuter. Mais ça, effectivement, potentiellement, ça dépend de la prestation, mais tu vas le faire. Ça peut être un one-shot qui peut durer longtemps, mais ça peut être un one-shot. Et après, comment tu crées de la récurrence? Et justement, Naval, il a cette approche de dire que si tu veux décorréler ton temps de l'argent que tu génères, le code et le média te permettent de faire levier. Mais tu vois, il dit code et média, mais ça dépend. Et il précise dans les tweets, il dit code is better. Et ça, c'est un sujet, j'aimerais bien en parler tout à l'heure. On va en parler. Mais du coup, c'est quoi ta vision de ça? Parce que l'agence, pour moi, encore une fois, c'est un business où, moi, je continue à faire quelques prestats. C'est pas mon truc principal aujourd'hui. Je fais quelques prestats parce que je trouve que, je mets des guillemets, c'est plus simple à vendre. Et deux, c'est des business à cash flow. Parce que, tu vois, très vite, tu demandes un compte de 30%, tu fais ta presta, le gars, il te paie, et puis c'est fini, etc. Bon, si tu as besoin de cash rapidement, si tu dois créer un SaaS, évangéliser, et ceci, et cela, etc., ça peut ne pas prendre tout de suite. Moi, j'ai l'impression que il y a beaucoup, en tout cas, de mecs sur Twitter, indie hackers qui font ça, mais en France, il n'y en a pas tant que ça, en vrai de vrai. Il n'y en a pas tant que ça. Solo founders qui ont des SaaS, il n'y en a pas tant que ça. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, l'agence, c'est intéressant, mais c'est difficilement scalable. C'est-à-dire que au moment où toi, tu arrives à un certain niveau de ce que tu peux te rendre, de ce que tu peux gérer, donc ta seule façon de scaler, c'est d'embaucher des gens. Mais si tu embauches des gens, tu dois aussi les payer, les former, des fois ils partent, etc. C'est quoi ta vision sur ça, sur l'agence? J'aime trop cette conversation. Déjà, tu vois, Naval, il a vraiment, moi, je l'ai lu à une période où je me recherchais en tant qu'entrepreneur et j'étais plus dans ce truc de Startup Nation, de levée de fonds, de course à l'hypercroissance. Et en fait, quand tu le lis, parce qu'il y a un côté aussi très, très philosophique dans le livre, tu vois, la partie où il parle de traite ton corps en premier, etc., ton mind, ton esprit, tout ça. Et ça m'a fait du bien, en fait, cette lecture. Et pareil que toi, je pense que je l'ai beaucoup relu. Et pour revenir à cette vision-là dont tu parles, je pense que ça dépend, et c'est pour ça que moi j'ai dit code et médias, tu vois, parce que je suis un enfant de la Startup Nation au final, j'ai été biberonné à ça, et donc à chaque fois, dès que je veux créer un business, mais est-ce que c'est scalable? En fait, tu peux pas tout scaler, tu vois. C'est ça.
Et moi, j'ai voulu scaler. C'est pour ça qu'on avait la vision Netflix B2B. On voulait créer une plateforme, on voulait voilà, créer du logiciel, etc. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Tu ne pouvais pas scaler de la production vidéo. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a scalé les process. Donc, tout ce dont je te parlais là, la plateforme de marque, etc., ça, c'est des process qui ne bougent pas. D'accord. Et on sait qu'on rentre un client, ça, on le rentre dans notre process. Et comme ça, on gagne du temps sur le delivery, quoi. Ok. Et donc ça, c'est un. Et de deux, je pense qu'on arrive à une ère où il y aura beaucoup plus d'agences, parce que comme tu le dis, justement, c'est plus facile de faire du cash avec de l'agence. Et on arrive, il n'y a plus de levée de fonds aujourd'hui, enfin beaucoup moins. Et si tu regardes sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui lancent des agences. Donc je pense qu'on va arriver à une espèce d'agency nation, je ne sais pas comment ça va s'appeler, mais je pense que on va arriver à ça. Il y a beaucoup plus de solopreneurs, beaucoup plus en fait, des business beaucoup plus lifestyle. Il y a moins ce truc de je veux faire une licorne, je veux faire une grosse boîte, etc. Aujourd'hui, tu peux lancer un SaaS tout seul, ça te génère ton cash, et tu peux faire beaucoup de cash. Tu vois, nous, le SaaS qu'on a, c'est presque 100K avec 2-3 clients. Et en fait, c'est madame qui gère et du coup, ça tourne tout seul, tu vois. Donc, je pense qu'il faut savoir en fonction, on revient un peu au début de la conversation, en fonction de ce que tu veux, il faut choisir un peu ton mode d'entrepreneuriat, quoi. Et tu peux jongler avec les deux. Tu vois, moi, j'ai envie de jongler avec les deux. J'ai envie de créer des agences, j'ai envie de créer d'autres agences, là, en ce moment, et j'ai envie de créer d'autres produits, mais des plus petits produits, pas des produits où j'ai besoin de lever, etc. Et un peu de jongler un peu avec les deux. Donc là, je suis vraiment au milieu, tu vois, des deux visions, quoi. Ok. Bon. Donc tu m'attaques là sur la question là. Tu vas un peu trop vite pour moi. Tu vois, tu dis, j'ai envie de créer des agences, Ouais. j'ai envie de créer des produits. Ouais. Que pensez-vous du focus, monsieur Valdi? Ouais, j'ai un problème avec les focus. J'ai un problème avec le focus, mais en même temps, ces 2 dernières années, je me suis focus. J'ai fait que l'agence. Et en fait, je kiffe pas. Tu vois, donc faut le kiff. Moi, j'aime trop le défi intellectuel de me dire, je lance un nouveau truc, etc. Et là où je suis bon, tu vois, parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut s'analyser. Là où je pense être bon, c'est sur le fait de fédérer des équipes. Et donc, je lance rien tout seul. Je m'associe toujours, soit à 50-50, soit même, ça ne me dérange pas d'être minoritaire sur des projets. Et donc, je sais que Blunt, je suis à 50-50 avec Cédric. Si je vais lancer une autre agence, je vais trouver un expert sur une autre verticale, on va s'associer. Et en fait, c'est Alex Hormozy qui m'a inspiré ça un peu. Parce que lui, il dit que il a créé avec sa femme, ils ont créé une plateforme qui lui permet de lancer plein d'autres projets. Et c'est ce que j'aimerais faire, tu vois. C'est vraiment me dire, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, holding. J'ai envie d'avoir une holding. Et moi, en fait, mon focus, il est sur la holding. Donc, c'est sur manager les gens, manager les équipes, manager les idées. Mais je ne suis pas moi-même dans l'opérationnel tout le temps. Parce que c'est là où tu te défocuses et c'est là où tu te fatigues. Et c'est pas ce que je veux, quoi. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai que plus comment dire ça, une position stratégique plutôt qu'opérationnelle, exécution. Ouais, c'est ça. Ok. Non, super intéressant. Donc du coup, revenons à ce que tu disais. Pourquoi code is better? Ouais. Alors Naval, il dit code is better parce que le code, c'est plus scalable. Mais moi, j'ai une autre théorie, c'est qu'aujourd'hui, le média, si tu sais créer un média, tu peux être plus fort qu'un mec qui sait créer du code. Aïe. Là, c'est le clash. Tu vois. Aïe. Dans le montage, il faut mettre les éclairs, là. Nous sommes attaqués. Je m'explique. Vas-y, explique-toi. On a vécu, je sais pas combien d'années de code, on va dire, où le code était prédominant, peut-être 30 ans. Je sais pas si tu... Ah oui. 20-30 ans. Clairement même plus. Il y a beaucoup... En fait, la majorité... En fait, le média... Dans la tête des gens, le média, en termes de scalabilité, n'est arrivé que dans les dernières années. Ouais. La vérité, c'est que regarde, toutes les boîtes qui sont logicielles sont potentiellement les plus valorisées. Ouais. T'as Amazon, c'est AWS, t'as Microsoft, t'as Apple, c'est de la tech, c'est du logiciel. C'est ça. Donc, et je pense qu'on arrive à une ère où aujourd'hui le content est indispensable. Et par rapport aux discussions qu'on a eues tout à l'heure, tous les CEO vont devoir créer leur média demain. Et en fait, créer du média, alors je suis provocateur quand je dis que le média dépasse le code, mais
savoir créer du média, aujourd'hui, un monteur, un réalisateur, quelqu'un qui sait faire des vidéos, pour moi, il est aussi puissant que quelqu'un qui sait faire du code. Parce qu'il va pouvoir, tu vois, là où des développeurs sont devenus millionnaires, milliardaires même, parce qu'ils ont pris juste des parts d'entreprises qui ont explosé en termes de valo, aujourd'hui, enfin demain, j'en suis persuadé qu'un mec qui sait faire du média, qui sait faire du content, va pouvoir intégrer des boîtes et dire, bah non, mais moi je suis chef, content, officer, avoir des pourcentages et devenir ultra riche, tu vois, juste parce qu'il sait faire du contenu. Donc c'est un peu ça, la théorie que j'ai. Et je suis en train de le prouver parce que là, je suis en train de rentrer dans des projets en tant que gars qui va créer du média dans ces boîtes-là. Tu vois. Donc je ne sais pas coder, mais je peux aussi avoir accès à de l'equity, là où avant, c'était réservé soit aux devs en fait. Parce que je ne vois pas de position où tu pouvais avoir de l'equity. Tu as le produit aussi. Ouais. Mais ça reste de la tech, quoi. Je suis d'accord avec c'est toi. ça. La tech ou le produit, ouais. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un du média peut rentrer dans des boîtes et avoir de l'equity, tu vois. Ok. Non, c'est intéressant, ça se tient, ton argument se tient. Et en plus, il y a un autre truc, tu vois, moi j'ai la chance d'avoir fait du dev, d'avoir fait du growth, donc du coup, on va dire, j'ai été sur différents bateaux, tu vois, j'ai bien vu comment ça fonctionne. Maintenant, je fais beaucoup de produits, mais ce que je vois, c'est que moi j'ai beaucoup. Toi, par exemple, j'étais en coloc avec 2 devs, mes potes d'enfance, on avait une agence, on était 3. Et tu te rends compte que les devs, beaucoup, sans caricaturer, mais beaucoup, n'aiment pas le marketing, et 2, ne savent pas faire du marketing. Or, si nous sommes très pragmatiques, il y a beaucoup de bons produits qui ne se vendent pas, il y a beaucoup de mauvais produits qui se vendent. Quelle est la différence entre ces 2 éléments? Marketing. Un bon marketing. Donc je suis d'accord avec toi qu'effectivement, quand tu parles avec des devs ou des techs ou peu importe qui créent leurs produits ou autres, à chaque fois, et ça c'est un gros pain point, et moi du coup c'est un truc aussi que j'en ai quelques-uns justement dans l'académie, c'est des devs qui sont très bons, mais qui ne savent pas du tout marketer leurs produits. Et en plus de ça, au-delà du marketing, même au niveau produit pur, ils se disent, j'ai une idée, je vais la coder, mais personne ne parle aux utilisateurs. Donc je leur dis à un moment, les gars, juste prenez votre téléphone, allez sur LinkedIn, faites une automatisation, faites ce que vous voulez, mais au moins parlez aux gens. Et tu te rends compte qu'il y a des gros blocages à ce niveau-là pour certaines personnes. Parce que c'est pas dans la skill stack d'un dev, pas tous en tout cas, tu vois. Tu as des exceptions, mais c'est pas dans leur palette de talents de pouvoir démarrer des conversations. C'est plus un commercial, plus un marketeur, etc. C'est ça. Et c'est là où tu vois les devs de génie, c'est qu'ils vont réussir à être commercial de leur propre produit, quoi. Ouais, clairement. Si tu arrives à vendre, parce que je sais que tu aimes beaucoup la vente, on n'en a pas parlé, mais la vente, à partir du moment où tu sais vendre, le reste, tu vas t'en sortir. Mais si tu sais pas vendre, peu importe ce que tu fais, ça devient très compliqué. Tu vois. Donc, non, je suis extrêmement d'accord avec toi. Et c'est vrai que. Et je pense que les gens du côté artistique, médias et tout, ils n'ont pas conscience de leur puissance, en fait. Ils vont juste créer du contenu. Mais ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent faire exploser des boîtes. Tu vois, Gary Vaynerchuk, c'est le cas, c'est un mec du média, en fait. Alex Hormozy, là, je ne sais pas si tu as vu, il a rejoint un projet qui s'appelle School. Oui, j'ai vu. En fait, il est en train de faire péter la valo de cette boîte qui existe depuis déjà un bout de temps, quand même. Ouais, elle a été montée par Sam Owens ou Owens. Mais lui-même, ce mec-là, c'est un gros infopreneur de l'époque qui faisait, alors, à minima 10 millions par an, mais je pense que c'est plus 100 millions par an. C'est vraiment un gros. J'ai une pub, une ads qu'il avait. Il était assis dans un gros building, il était assis sur un bureau, c'est un jeune, et puis il était en costard. Et moi, je voyais ça partout. Mais quand je te dis ça, ça remonte peut-être au moins. Peut-être il y a presque 10 ans. C'était vraiment à l'époque où vraiment c'était marketing direct, mais de bas, tu vois, landing page, call to action, vente de formation, etc. Et tout. Et lui, en fait, ce mec-là, il a tout lâché. Il a monté School. Il a fait beaucoup avec ça parce qu'ils sont autofinancés quand même. Ça, c'est fort. Mais là, le fait que Hormozy soit venu, qu'il ait dit. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Alex Hormozy est celui qui a créé un livre 100 Million Offers. Donc, faire une offre à 100 millions de dollars. 100 Million Leads. Je sais pas si tu as vu le webinar. On pourra en parler aussi, mais ultra fort le mec en marketing.
C'est un gars qui est toujours en débardeur, qui est très musclé, qui a un peu un genre de pansement sur le C'est nez, ça. etc. Et lui, pareil, de base, c'est un sales. Mm. Donc, il est que en mode je vends, je vends, je vends. Mm. Et il le dit, hein. Il le dit, moi, le marketing, pour moi, c'était de la gnognotte. Mm. Et il a compris quand il a vu que Kylie Jenner est devenue milliardaire, que The Rock est devenu milliardaire, pareil. Il s'est dit, en fait, le personal branding, c'est trop puissant pour que je m'y mette pas. Et quand il s'y est mis, il a passé ses boîtes dans une autre stratosphère. Ouais, non, mais clairement. Non, mais il est très fort. Très, très fort. Il a parlé dans... Coupé, ouais. Non, tu vas pas couper, mais il a parlé dans son livre 100 Million Leads, il parlait de comment il crée du contenu, mais pour moi, ces mecs-là sont des machines à contenu. C'est-à-dire que, j'ai l'impression, au moins tous les jours, il sort une vidéo. Ouais. Et tu te dis, une vidéo de qualité. Ouais. Bon, après, il a une équipe, etc. Tu vois, il le fait pas tout seul, mais quand même, c'est fort. Sa femme aussi, même chose, beaucoup de contenu, un discours très bien léché, très, très travaillé, etc. Donc, non, ils sont très, très intéressants. Et pour revenir sur un truc, imaginons que demain, parce que là, tu as fait beaucoup de choses, hein, tu entreprends depuis quand même pas mal d'années, tu as vu beaucoup de choses, etc. Si tu devais recommencer de zéro, si là, imaginons, allez, je sais pas si j'efface ta mémoire ou pas, on va dire, allez, tu recommences de zéro. Là, garde-moi ma mémoire. Allez, je laisse la mémoire. On te laisse la mémoire. On te laisse la mémoire. Mais tu recommences de zéro. Par contre, ce que je t'enlève, c'est ton réseau. Tu connais personne. Fini le Valdi qui connaît tout le monde. Comment tu fais allez, je te donne 90 jours. C'est quoi ton plan à 90 jours pour revenir ça au stade où tu es ou aller plus loin? Ben là, en vrai, je repars de zéro. Tu vois, sur la vision d'holding que je te partage, j'en ai pas trop parlé encore, mais ça fait 3 ans que j'ai commencé cette holding, parce qu'en fait, c'est Nadal qui me disait créer une holding, parce qu'en fait, l'argent que tu génères avec l'agence, tu vas pouvoir la réinvestir dans l'immobilier ou autre. Okay. Donc, on a créé la holding, mais elle servait juste juridiquement parlant. D'accord. Et en fait, là, je repars de zéro en me disant, là, j'ai envie de créer vraiment l'agence Code et Médias qui va permettre de créer du contenu, développer du contenu dans la créateur économie. D'accord. Là où j'étais très start-up, très B2B, là, j'ai envie de développer la même chose, l'équivalence dans la créateur économie. Et je repars un peu de zéro parce que c'est un autre game. YouTube, c'est le YouTube game, tu vois, ça n'a rien à voir avec les startups, avec les entreprises, etc. Et si je devais, donc c'est ce que je fais en ce moment, je repars toujours, tu vois, tu m'enlèves mon réseau, mais je connais toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Tu vois. Là, tu triches un peu, hein. Vas-y, je te laisse t'échapper. Mais en gros, ce que je vais expliquer, c'est que moi, mon business principal, je disais tout à l'heure, c'est fédérer et c'est réussir à créer des effets de réseau. Comment ? Chaque podcast, j'ai quasiment jamais fait un podcast tout seul. D'accord. Chaque podcast que je fais, je vais inviter une personne qui a son réseau, qui va peut-être m'introduire d'autres personnes, qui a son réseau, et je vais faire des épisodes comme ça. On va faire un podcast, tu vois, là, par exemple. Là, peut-être derrière, on va arrêter les caméras et je vais dire, en fait, je fais ça, etc. Et peut-être que tu vas devenir client, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que j'ai fait mes 4 premières années dans le startup game. Je connaissais pas Anthony Bourbon, je connaissais pas Olivier Ramel, etc. Mais les gens, quand ils me voient avec eux, ils font ce qu'on appelle une association de brand. Et ils se disent, mais attends, mais s'il a la table d'Anthony Bourbon, ça veut dire que lui aussi, il pèse. Alors que non, bon, pas autant. Faut pas mentir ici. Pas encore. Mais du coup, ça te permet de hacker l'attention, d'avoir accès à une élite. Et derrière, tu vas pouvoir dire, regarde, j'ai fait une interview d'Anthony Bourbon, tu vas pouvoir avoir un tel. Okay. Donc, je referai la même stratégie et c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, j'ai fait un premier podcast, j'ai fait avec Driver, qui est une légende dans le rap. Je sais que Driver, ça va me permettre d'avoir d'autres personnes, tu vois, d'avoir d'autres artistes, d'autres entrepreneurs, etc. Donc, je referai ça, je referai du contenu, en fait. Je referai du contenu. Là, je suis en train de le faire pour moi, en me mettant moi en avant, ce que j'ai peu fait au final. J'ai fait peu de personal branding. Je me dis, en fait, si je veux vendre des prestats à des youtubeurs, il faut qu'ils me sentent assez crédibles, qu'ils se disent, mais lui aussi, il le fait. Et tu vois, t'es eat your own dog food. Si tu vends un produit et que t'es pas le premier utilisateur, ça sert à rien. Donc, je ferai ça. Donc là, c'est ça mon plan sur 90 jours. C'est contenu, tester, mettre le contenu sur les réseaux, avoir les premiers retours et améliorer ma proposition de valeur en fonction de ce que les gens disent. Est-ce qu'ils aiment ça ? Ça marche moins.
tel sujet, il a pas fonctionné. Donc, tu vas miser que sur ce qui fonctionne, tu vois. Mm. Et tu fais des itérations comme ça pendant les 90 jours. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ok. Je sais pas si j'ai bien répondu. Non, non, tu t'es échappé un peu, mais je valide ta réponse. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ouais, la puissance du réseau dans le podcast, Mm. il y a des clients là avec qui je travaille. Avant même de se dire, OK, on va parler de quoi dans le podcast, je leur dis, OK, qui est-ce que tu connais? Mm. C'est qui la grosse tête, toi, de ton secteur? Mm. Ah, bah, c'est un tel, c'est une influenceuse en cosmétique, etc. OK, bah, est-ce que tu peux la contacter? Mm. Elle vient dans un épisode. Ça va te ramener, tu vas pouvoir bénéficier de son audience. Mm. Et après, tu grimpes comme ça les échelles, tu vois, on va dire. Et c'est une stratégie, quoi. Ouais, non, tu tisses ta toile, quoi. Ouais. Non, franchement, c'est très, très, très smart. Ok, donc tu resterais sur le contenu. Sur le contenu, ouais, 100%. Ok. Ouais. Donc, on a Monsieur Valdi qui veut lancer des agences, des produits qui... en tout cas, tu m'as dit c'est plus madame qui gère le SaaS. Peut-être que tu donnes peut-être 2-3... Tu piques 2-3 têtes des fois quand il y a Ouais, besoin. en vrai, elle fait tout. Ok, parfait. Et pareil, tu vois, sur le SaaS, on voulait lever des fonds. Et là, on se dit, mais non, en fait, on veut pas faire une licorne. Une chèvre, ça nous va. Ça rapporte de l'argent, tu fais ton MRR, Ouais. tu vis bien avec. Tu vois. Donc, sans forcément se mettre une pression d'avoir beaucoup de salariés, d'avoir des gens qui rentrent dans ton business et qui te disent quoi faire, etc. C'est vrai que lever des fonds, tu sais, beaucoup de gens, on va dire, même quand il y a une levée de fonds, les gens, en tout cas, on l'a vu il y a 2 ans à peu près sur LinkedIn, les gens célèbrent beaucoup les levées de fonds. J'ai levé, mais les gens oublient que de l'autre côté, il y a des gens qui attendent leur argent potentiellement, et puis il y a des gens qui sont rentrés dans ton business, tu vois. Donc c'est bien, mais il y a quand même des contreparties, tu vois. C'est pas non plus juste un prêt à taux zéro qu'on t'a donné, etc. Quoi. Donc, ok sur ça. Et qu'est-ce que attends, j'ai une question qui attends avant ah oui, voilà là où je voulais en venir. Donc voilà, tu fais beaucoup de choses. C'est quoi aujourd'hui là? Est-ce que t'es... Alors non, je vais me poser la question différemment. C'est quoi une journée dans la vie de Valdi? En vrai, les gens ont l'impression que je fais beaucoup de choses, mais je fais pas tant de choses que ça. Ouais, franchement. T'es sûr? Ouais. T'es sûr que tu mens pas? Non, vraiment. Ok. Moi, je me lève. Tu vois, c'est la spiritualité d'abord. Les enfants, s'occuper des enfants, les emmener à l'école. Et je commence ma journée. Alors, vu que je me lève très tôt, donc je commence ma journée tôt. Tu te lèves à quelle heure? Je me lève, là, en ce moment, l'heure de la prière, c'est 5h30. D'accord, ok. Tu vois, donc 6h à 6h, je commence. De 6h à 7h, 8h, tu as du temps pour faire du deep work. Après, de 7h à 9h, tu emmènes les enfants à l'école et tu as de 9h à midi. Et en vrai, à midi, j'ai fini mes journées. D'accord, ok. Donc, ces 2 dernières années, c'est très rare que je travaille dans l'après-midi, tu vois. D'accord, ok. Donc après, ça me laisse du temps, moi, pour autre chose, peut-être pour plus réfléchir, pour créer du contenu. Après, peut-être, je trouve que c'est pas du travail. C'est peut-être ça Tu aussi. vois, c'est ça aussi, c'est Ok. le fait d'aimer ce que je fais. Peut-être que je le considère pas comme du taf, quoi. Ok. Parce que c'est vrai que moi, alors j'ai aussi beaucoup créé de contenu pendant un moment. En fait, moi, c'est par période, effectivement. Et toi, tu batches parce que tu es un mec organisé, donc du coup... C'est ce que je fais. Mais tu vois, en tout cas, pour moi, la création de contenu, en fait, pour moi, c'est difficile. Mais ceci, ça dépend aussi des business qu'on a. Mais tu vois, moi, par exemple, où j'ai des business où je m'occupe de la tech, par exemple, bon, en fait, c'est dur pour moi. C'est dur. Je trouve pas le temps de me dire, je dois faire du contenu. Genre, je dois documenter ce que je suis en train de faire. Mais en fait, ce que je suis en train de faire me prend beaucoup de temps. Tu vois, donc comment tu trouves l'équilibre? Et par contre, là, le truc que j'en parlais, il y a un mec qui me posait la question aussi récemment. Je lui ai dit, moi, je fais rien tout seul. Mon contenu, je montre rien, je touche. Et j'ai eu beaucoup le complexe de me dire, ah, mais je sais rien faire, tu vois. Parce qu'à l'époque du salon de coiffure, on n'était pas coiffeur. Tu vois, à l'époque de producteur, on n'était pas producteur. En fait, on a été que dans le hustle, dans la débrouille. Et j'ai eu ce complexe. Et puis là, récemment, ces dernières années, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est une force. Bien sûr. Je sais trouver les bonnes personnes pour les bons projets. Bien sûr. Tu vois, je filme et j'envoie au montage, je donne les idées, je vais peut-être rédiger les scripts, les stratégies, etc. Mais je délègue beaucoup, quoi. Et quitte à perdre un peu plus d'argent et en payant les gens, tu vois. Mais je sais que moi, mon temps, il est concentré sur l'essentiel, quoi. Ok. En plus, ce que tu dis, tu verras que ça sortira, mais il y a
un des invités qui fait exactement ça, holding, plein d'agences. Et c'est vraiment son truc. Et il est très fort pour recruter. Ok. Recruter, s'entourer, s'associer. Ok. Donc, non, ça va être super intéressant. Écoute, j'ai envie de te donner ça, Wow. solennellement. Oh là là. Regarde, dis-moi ce que c'est. Qu'est-ce que tu vois? Super. Oh. Wow. Je le montre à la caméra. Stylé. Je vais le mettre pour le prochain training. C'est vrai? Ok. Merci beaucoup. Ouais, pas de souci. Est-ce que tu acceptes ce t-shirt? Bah, j'achète et j'accepte les deux. Faut que je mette un prix. Hein. Et merci Ok. beaucoup. Je pense que tu as une belle brain, tu vois, et que tu vas la pousser au max. Mhm. Elle te représente beaucoup, tu vois, Mhm. quand on te connaît personnellement. Et je pense qu'il faut que tu continues sur cette voie Mhm. personal branding, content à fond. Vas-y. Ok. Et effectivement, en acceptant ce t-shirt, tu viens d'accepter le défi de Ah là l'upgrade. là 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 là, contrat, tu m'as eu. Alors, je te donne gratuitement. Je fasse quelque chose ici. Ça, c'est le gros hacking. Alors, ton défi, allez, Ouais, je l'ai dis-moi. même marqué pour Vas-y, rien dis-moi. oublier. Comme j'ai dit, moi, j'ai vu ce que tu fais au niveau contenu, mais il y a un problème qui persiste pour beaucoup d'entrepreneurs. Yes. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas forcément comment communiquer en ligne, ils ne savent pas quel réseau utiliser, ils ne savent pas quel format. Moi, je vois une opportunité. C'est un tool auquel j'avais pensé, mais je pense que tu pourras le faire encore mieux que moi. Ça peut être intéressant. C'est celle de créer un outil, alors un MVP, hein, d'ingénieur de marketing. Donc, ingénieur de marketing, je rappelle, c'est créer un outil qui va solutionner un problème et qui, à la fin, va te permettre, toi, de proposer ton offre principale ou ta solution principale à l'utilisateur. Donc, par exemple, imaginons, tu crées un outil qui fait un audit de site web en full automatique parce que toi-même, tu sais résoudre ces problèmes-là, par exemple. Okay. Donc, je vois une opportunité de créer un outil d'ingénieur marketing qui permet, voici les inputs, en fonction de notre industrie, de l'audience qu'on veut cibler, de nous dire quelles plateformes et quels formats sont les plus adaptés. Tu pourras aussi, en bonus, donner un exemple de contenu. Par exemple, cette personne. Donc, imaginons, moi, j'utilise ton outil. Je te dis, je veux cibler les makers. Et puis, par exemple, mon industrie, c'est, imaginons celle du growth. Et en fait, que ton outil arrive à me dire, par exemple, va sur LinkedIn. Et en fait, le type de contenu que tu dois faire, ça va être, par exemple, des carousels avec très actionnables, ou etc., etc. OK ? Et donc, du coup, ce que je disais, c'est qu'à la fin, en tout cas à la suite de l'outil, tu pourrais effectivement proposer tes prestations de content stratégie ou autre, puisque du coup, tu vas mettre en avant. Un outil gratuit? C'est un tool, c'est un lead magnet, du coup? Normalement, c'est un outil gratuit, un ingénieur marketing. Okay. Normalement. Mais tu peux le pousser en payant, je pense qu'il y a plus de features que ça. Okay. Tu vois. La seule condition. Et validité surpris. Non. En fait, tu as 30 jours. Ok. 30 jours, on va se mettre d'accord, je te dis des trucs, etc. Mais tu as 30 jours, et aussi, pour t'aider à faire ça, tu vas bénéficier des ressources de l'upgrade. Ok. Donc, tu ne seras pas tout seul dans ce défi tumultueux. Tu vas te dépatouiller, etc. Et donc, du coup, pour mener à bien ce défi, en fait, il va engendrer, selon, imaginons ta réussite, une récompense, ou sinon une conséquence. Oh. Est-ce que tu acceptes ce défi? Drôle. J'accepte. Pour nous serrer la main solennellement. Vous êtes témoin, il a serré la main. J'accepte. Tu sais pourquoi j'accepte? Parce que je suis en train de faire... je relance ma chaîne YouTube, comme je t'ai dit. Okay. Et c'est ce que je veux faire. D'accord. Donc là, par exemple, on a fait un épisode avec Balou. D'accord. Et je lui ai ramené 2 entrepreneurs de Time to Start, que tu connais. Donc je suis coach aussi chez Time to Start. Et ils ont pitché, parce qu'en fait, ils sont dans la mode, ils ont pitché 2 collections, parce que Balou, il vient de lancer son e-commerce. Oui, avec la casquette Martinique, avec Kalash, etc. J'ai vu ça, ça m'a bien fait rire. Et il a fait un drop qui a cartonné. D'accord. Et en fait, il a compris, Balou est très intelligent, bête d'entrepreneur, il a compris que le direct to consumer, c'est l'avenir. En fait, c'est un influenceur qui vend directement ses produits à sa communauté. Au lieu d'être juste influenceur payé par des marques. Ah oui, bien sûr. Et donc, du coup, on lui a proposé des nouvelles pièces pour son site d'e-commerce. Donc, ils ont pitché, etc.
je spoil, mais il a accepté. Donc là, ils ont 30 jours pour créer les pièces. Ah, pour trop lui. bien. Et on va faire le drop aussi en live. Ok. Donc tu vois, je suis un Nice peu dans one. la même La même mouvance. vibe. Genre, j'ai envie de me dire, au lieu de juste donner du contenu aux gens face caméra, oui, vous devriez faire ça, de le faire en live. Donc j'aime trop ton défi Ok. et je le relève avec plaisir. Parfait. Je Ouais, m'attendais ça va être pas cool. à Moi aussi, autre je vais de mon côté. Et puis, Parfait, parfait. Si on finit, parce que je sais quand même que tu es quelqu'un qui te forme beaucoup, etc., est-ce que tu aurais peut-être allé entre 1 et 3 livres à conseiller à notre audience qui Ok. t'ont marqué peut-être personnellement ou qui t'ont aussi aidé professionnellement? Ouais. On a parlé de Naval Ravikant. Mhm, Franchement, que vous soyez entrepreneur ou pas, d'ailleurs, je pense que c'est une lecture mhm. incroyable. Il y a un livre, alors je sais pas si c'est toi qui me l'a... Je sais pas comment j'ai connu ce livre, mais c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu sur l'entrepreneuriat, qui est Make. Ah oui, Make, oui, Ouais. oui, j'avais envoyé dans le groupe. C'est toi qui l'as envoyé dans le Ouais. groupe, ok. Parce que c'est une des meilleures lectures que j'ai eues Ok. ces dernières années. Parce que souvent, les livres d'entrepreneuriat, tu as les 2 prods qui sont intéressants et le reste, c'est de la redite. Exactement. Mais là, c'est un PDF, Un c'est process. 100 pages, je crois. Ouais, c'est une centaine de pages. C'est ça. Et il te donne tout ce que tu as à savoir sur l'entrepreneuriat Mhm, de façon factuelle. Je trouve ça génial. mhm. Donc, Make the Bootstrap Indie Maker. Non, je sais plus. Oui, non, c'est Make C'est ça de Peter Levels. Peter Levels. Ouais. Là, j'ai vu que tu as Power. Ouais, Donc, c'est les 48 lois du pouvoir. exact. Alors, je vais conseiller les 50 lois du pouvoir de 50 Cent. Ah, Je sais pas si tu l'as lu. je l'ai pas encore lu, mais il y a celui de Rick Ross qui est là. Ouais. Mais celui de 50 Cent, je l'ai pas encore lu. Incroyable. Ok. Pareil, un des meilleurs livres sur l'entrepreneuriat, avec Ok. la vision 50 Cent, etc. Je trouve que 50 Cent, pour moi, c'est le meilleur entrepreneur du Ah rap. oui. Ouais. Ah, ben je vais le Bien lire. au-dessus que Jay-Z, au-dessus Ah que... ouais. Wow, ok, ben je vais le En lire. termes de stratégie, il est trop fort. Ok. Et un autre livre, je réfléchis à un livre sur lequel je reviens souvent. Non, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. J'en ai pas d'autres en tête là. Peut-être Alex Hormozy. Hein. Ouais. Alex Hormozy. J'ai pas trop aimé le 100 millions de leads. Ok, qu'est-ce qui t'a déplu? Ou qu'est-ce qui t'est resté sur ta faim? Je trouve, ouais, je sais pas, j'ai rien appris en fait. Hmm. Donc, il a peut-être fait quelque chose de plus mainstream pour les gens qui découvrent l'entrepreneuriat. En fait, je suis d'accord avec toi, je l'ai trouvé beaucoup moins actionnable que le Ouais, premier, ouais. où en fait, il a donné... En fait, c'est resté en surface. Ouais. Moi, ça m'a vraiment fait penser à un lead magnet. Ouais. Tu vois, Ouais. alors que l'autre, je le trouvais vraiment que c'était vraiment un truc que tu t'es dit waouh, tu vois. Et pour moi, Peut-être qu'il l'a fait comme ça, hein. Peut-être qu'il a fait peut-être. exprès pour. Peut-être. Ouais. Parce qu'effectivement, ouais, je sais pas, peut-être. Ouais. Et en livre, je réfléchis à un livre français. Il n'y a pas de livre français. Ça, on aurait pu aborder, j'ai pas voulu sur ça parce que le temps nous est compté. Mais Ouais. tu vois, par exemple, regarde au final, les livres que tu m'as cités, qu'à l'étranger, Ouais. les lectures Naval Ravikant, etc., Ouais. c'est que soit des Américains ou des anglophones. Ouais. Et c'est vrai que c'est difficile, en tout cas, je pense que ça dépend des gens, mais en tout cas, pour moi, c'est très difficile de contenu français. Je consomme très peu de contenu français. Ouais. Tu vois, En c'est contenu, tu veux dire podcast, etc. peu importe le contenu. Ouais. À part le contenu, peut-être sur des trucs très spécifiques, toi, Ouais. sur l'histoire, etc. et tout, où je prends du français. Mais sur tout le reste, je suis vraiment, mais ça fait, je pense, au moins 5-6 ans que je suis vraiment full anglais, quoi. Et parce qu'on revient à ce truc d'inspiration. Le français, il veut pas être dans l'inspirationnel parce qu'il veut être très factuel, très. C'est ça. Il raconte pas d'histoire. C'est Donc, ça. il te fait pas rêver, quoi. C'est ça. Et puis après, il y a aussi un point, c'est que, par contre, il y a un travail qui est fait depuis quelques années qui est vraiment à saluer, où on met en avant des gens qui nous ressemblent, qui font des choses, tu vois. Et ce podcast aussi le fait. Mais effectivement, quand tu vois, moi je sais par exemple Rick Ross, j'aime beaucoup parce que, alors, physiquement, il est très gros. Moi, c'est pas mon ambition. Mais tu vois, moi, j'ai lu son livre, celui, comment il s'appelle? A Perfect Day to Boss Up. Pour devenir un boss. Voilà. Et franchement, mais ce livre-là, je me suis dit, il est trop bien romancé. Tu m'en parles à chaque fois. J'arrive pas, moi. J'ai du mal. Mais parce que j'ai du mal avec Rick Ross en tant qu'entrepreneur. C'est ça. Je sais, on en a parlé. Tu sais, je me souviens de cette conversation Instagram qu'on a eue où je me souviens que je mets en story un truc de Rick Ross et tu me dis, c'est pas un vrai entrepreneur. 3 petits points. Et je dis,
Comment ça? Et tu me dis, mais regarde en vrai, il est égérie, il est pas entrepreneur. Ouais. Et je te dis, mais il est pas égérie, regarde, il a plein de business et tout. Et puis, Ouais, c'est vrai qu'il a plein de business. donc ça dépend, Ouais. mais je comprends exactement ce que tu dis. Entrepreneur, c'est sur ta vision avec la grind, Ouais. créer des choses, se confronter, etc. Alors que lui, effectivement, pour moi, il a fait vraiment média. C'est vrai. Et ensuite, Au il s'est dit, final, bon, ben, j'utilise mon image et je la plante un peu partout, tu vois. Ouais. Pour moi, moi, Rick Ross, il est très bon en marketing, tu vois. Ouais, il est très bon. Mais je vais lire celui de Très 50 Cent dont tu Fichi, ouais, mais je crois que tu as l'autre, celui qu'Alex Oui, Alexis voilà, ouais, a publié. c'est ça. Ouais. C'est Mais ça. celui-là, 50 lois du pouvoir avec Robert Greene, Mhm. incroyable. Il Ok. revient vraiment sur sa vie de dealer, sur qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a mis en place vraiment d'actionnable dans le business de la musique. C'est Ok. incroyable. Ok. Franchement, écoute, moi, je suis très content de cet épisode. Franchement, merci à toi. Merci à toi. C'était vraiment C'était cool. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Parce que tu as dit que tu as plein d'agents, tout ça. Où est-ce qu'on te retrouve sur le Parler à Vadi? Bonne question. Je suis en train de quitter Instagram. Donc, Aïe, tu as vu ça? Ouais. sur LinkedIn. Ok. Valdi, W-A-L-D-Y, ou sur valdinz.substack.com. Ok. On mettra les liens. Sur de ma toute façon. newsletter Mhm. et sur YouTube. Sur YouTube. Ouais, YouTube, là, je reviens fort sur YouTube. Ok, super. Ben, écoute, franchement, Valdi, merci beaucoup pour le temps Merci que à toi. tu nous as accordé. Écoute, franchement, hâte de voir ce que tu vas faire, comment tu vas gérer ce défi. Ah, j'ai chaud là. Je vais mettre le t-shirt. J'ai hâte de voir ça. Et puis écoute, franchement, on se revoit bientôt. Yes, ça marche. Prends soin de Salut, toi. ciao, À très Valdi. vite. Bye.